Poursuivons avec deux scientifiques aux idées novatrices, Georges Cuvier et Alexandre Brongniart, fin XVIIIe siècle, début XIXe siècle. Ils ont beaucoup travaillé sur la géologie et la minéralogie des couches aux environs de Paris et ont constaté que les couches diffèrent par leur nature, donc ils veulent parler de la lithologie, et surtout par les fossiles qu'on y trouve. Une observation fondamentale a été faite par Brongniart, qui avait étudié les terrains crétacés de France. Donc en France, c'est de la craie, donc une roche relativement friable, et des terrains de Pologne qui ont les mêmes fossiles que les terrains de la craie en France, mais sont des roches beaucoup plus dures qui avaient été classées par Werner dans le primaire. Donc, la question fondamentale posée par Brongniart, c'est quand le critère lithologique, le type de roche, et le critère paléontologique, les fossiles, sont en désaccord, lequel est le plus fiable? Et bien sûr, l'évolution démontrée par Darwin prouvera que c'est le critère paléontologique qui est le plus fiable. De plus, la théorie de Werner devient de moins en moins crédible, les observations s'accumulent au sujet des mers actuelles et montrent que les dépôts des différentes mers et océans varient d'un lieu à l'autre et donc qu'on ne peut pas construire une colonne lithologique globale. Le seul moyen de dater les couches, ce n'est pas par la lithologie, puisqu'elle varie latéralement, mais par les fossiles qui changent d'une époque à l'autre. Alors la question, évidemment, c'est pourquoi les fossiles changent-ils d'une époque à l'autre? Alors Cuvier va proposer ce qu'il va appeler des révolutions dans son discours sur les révolutions de la surface du globe. Chaque révolution étant la conséquence d'une catastrophe globale et cette catastrophe étant suivie par l'apparition de nouveaux types d'organismes qui vont donner de nouveaux fossiles. Le gros problème, évidemment, c'est d'où vient la nouvelle faune. Alors, pour Cuvier, cette nouvelle faune est déjà présente ailleurs, dans un autre contexte, sur un autre continent, et va migrer dans de nouveaux territoires après la catastrophe. Les successeurs de Cuvier, par contre, ont préféré imaginer une destruction générale de la vie suivie d'une recréation. D'Orbigny, par exemple, pense que Dieu a créé chaque fois de nouvelles espèces à chaque époque géologique. Ainsi donc, et c'est une observation très pertinente, les terrains les plus anciens renferment des invertébrés. Ensuite, on voit apparaître les quadrupèdes ovipares, donc les reptiles, les batraciens, et enfin les terrains les plus récents contiennent des mammifères. Mais bien sûr, l'idée de ces créations successives après des destructions dérangeait tout le monde, les athées qui n'acceptaient pas ces actes divins, mais aussi les croyants qui ne voyaient pas pourquoi Dieu s'y reprenait à plusieurs fois. Autre jalon important, c'est l'Écossais Charles Lyell, qui a écrit aussi un gros livre, Principles of Geology, et qui est considéré comme un des pères fondateurs de la géologie sédimentaire ou de la sédimentologie. Pourquoi? C'est à cause de son fameux principe des causes actuelles, et comme il utilise le mot actual en anglais, on pourrait plutôt dire principe des causes réelles.
Alors quel est ce principe? Ce principe, c'est que pour l'aïeul, les causes des changements géologiques n'ont jamais été autres que celles que l'on peut observer de nos jours, et elles ne se sont jamais manifestées avec une intensité plus grande. Ce qui veut dire qu'il est possible d'expliquer la genèse des couches géologiques par une simple comparaison avec la nature actuelle. Et depuis l'aïeul et son principe, un champ énorme s'est ouvert à la recherche dans la comparaison des couches anciennes avec les processus visibles dans la nature actuelle. D'autre part, l'aïeul était aussi persuadé de la grande durée des temps géologiques. Il avait, au cours de ses promenades, observé des dépôts lacustres feuilletés, observé que ces dépôts étaient réguliers sur base d'un cycle annuel, donc il avait observé que chaque année, une petite lamine se déposait. Il en avait compté des centaines de milliers et donc déduit que l'âge de la Terre était de plusieurs centaines de milliers d'années. On a parlé du problème des fossiles, destruction-recréation. L'aïeul, lui, pensait que la vie se renouvelait graduellement. Suess, Bertrand et la formation des montagnes, donc Eduard Suess, un Autrichien, a réussi à concilier l'actualisme et le catastrophisme. Il postule que, à côté des phénomènes réguliers enregistrés, par exemple, dans les lacs, comme l'aïeul l'a observé, certains événements exceptionnels peuvent aussi intervenir dans l'histoire de la Terre. Alors ces événements exceptionnels, c'est bien sûr la formation des chaînes de montagnes. Et Suess montre que les chaînes de montagnes se forment suite à des mouvements verticaux et latéraux de l'écorce terrestre. Alors, dans son esprit, on verra que ça n'est pas vrai, ces mouvements sont dus au refroidissement progressif de la Terre. Et il montre que l'Europe s'est formée suite à une série de formations de chaînes de montagnes successives. Alors, on donne le nom d'orogenèse à ces épisodes de formation de chaînes de montagnes. Un de ses successeurs, le français Marcel Bertrand, va identifier et nommer les différentes orogenèses qui ont façonné l'Europe, la plus ancienne étant l'orogenèse calédonienne, suivie de l'orogenèse hercynienne ou varisque, et la plus récente étant l'orogenèse alpine.